Bonjour à tous. Nous allons aborder le chapitre 2 du deuxième thème de sociologie. Ce chapitre s'intitule La conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'idée du conflit. Les sociétés modernes, nées de la révolution industrielle, ont installé la démocratie, ce qui a permis d'éloigner progressivement les conflits les plus violents, comme une révolution, un coup d'État, une guerre. Mais cela ne veut pas dire que les conflits se sont totalement effacés. Au contraire, les sources de conflits se sont multipliées, ce sont des conflits économiques, politiques, moraux. Et donc, dans ce chapitre, nous allons nous demander si cette multiplication des conflits est le symptôme d'une société fragilisée ou au contraire de sa vitalité démocratique. Est-ce qu'il s'agit d'une accélération du changement social ou au contraire de son refus? Notre chapitre aura trois axes. Le premier, nous allons analyser les conflits. Nous verrons que cette analyse est assez complexe. Le deuxième axe, nous allons voir qu'effectivement ces conflits ont connu des évolutions constantes. Et enfin, dans un troisième axe, nous essaierons de redéfinir les modes de régulation de ces conflits. Commençons par le premier aspect, à savoir l'analyse des conflits sociaux. Dans un premier temps, il faut qu'on vienne de le définir. Le conflit social peut se définir comme une situation d'affrontement entre deux ou plusieurs groupes sociaux ayant des intérêts, des positions ou des idées opposées. Il s'agit donc là d'un conflit à grande échelle. Un conflit individuel va opposer deux personnes. Ici, nous sommes dans des groupes qui s'opposent. Le conflit, est-ce que justement c'est un signe d'affaiblissement de l'intégration ou au contraire un signe de cohésion sociale? Nous allons, pour répondre à cette question, faire appel à un sociologue que vous connaissez déjà, donc Émile Durkheim. Nous l'avons déjà vu dans le chapitre 8. Tout comme lui, nous pouvons conclure que les conflits sont une situation propre à la vie sociale. Dès que des individus ou des groupes ne parviennent pas à régler leurs différends de façon pacifique, ils entrent en conflit. Le conflit social, comme on l'a défini, a la particularité d'avoir une dimension collective. Ce sont des groupes qui s'opposent et non pas des individus. Dans ce sens, le conflit est normal parce qu'il est présent dans chaque société, dans les sociétés primitives comme dans les sociétés industrielles. Émile Durkheim nous a montré que le conflit est symptôme d'une pathologie sociale qui est liée à la division du travail, comme on l'a déjà vu dans le chapitre 8. Ce conflit traduit un défaut d'intégration qui s'explique par une division du travail anomique. Je vous rappelle que l'anomie, nous l'avons vu dans le chapitre 8, peut se définir comme l'affaiblissement ou la disparition des normes. Donc clairement, pour Durkheim, un développement trop rapide de la division du travail a déstabilisé les relations entre les groupes sociaux, entre les différentes classes sociales, et les individus ne savent plus vraiment quelle est leur place et quel est leur but, et donc ils en viennent à s'affronter. Ainsi, on peut avoir effectivement dans cette vision l'idée d'une rupture de solidarité, un signe de dysfonctionnement des sociétés. On pourrait prendre l'exemple des émeutes de banlieue. Quand les banlieues s'enflamment, on est souvent dans l'idée que la norme n'est plus trop présente et que donc les individus en viennent à cette rébellion. Il ne faut cependant perdre de vue l'aspect intégrateur du conflit que cette vision néglige. Le conflit nécessite une organisation, une socialisation et donc une mobilisation autour de valeurs communes. C'est l'occasion pour ceux qui participent à ce conflit, à cette opposition entre groupes, de faire corps autour d'un enjeu, d'une identité commune et donc de se socialiser en participant à la vie publique.
prendre pour exemple récent l'idée des gilets jaunes. Les gilets jaunes, on a vu beaucoup de reportages, hein, l'année dernière sur ce mouvement social. On voyait bien qu'effectivement, autour des ronds-points, bah, se créait une vraie sociabilité, que les gens se retrouvaient, échangeaient, etc. Pour autre exemple, plus récent également, on pourrait utiliser l'exemple des avocats en grève contre la réforme des retraites. On a vu là que bah, cet effet socialisateur a lieu dans tous les milieux sociaux. Dans la même idée, l'intégration par le conflit peut se vérifier à tout âge. Cette socialisation peut se faire dès la prime enfance. On le voit par exemple dans la petite vidéo, je vous ai mis les liens dans le fichier court, euh, de la manif pour tous. C'est une manif en 2013, une manifestation, un mouvement social qui réclamait le retrait de la loi sur le mariage, enfin le mariage homosexuel, le mariage pour tous. Autre exemple que l'on pourrait utiliser encore, c'est le mouvement des jeunes pour le climat de l'année dernière. Là encore, on voit tout âge, des gens de tout âge, mais surtout des jeunes. Donc ce rôle intégrateur du conflit, on peut le constater à tout âge et on peut le constater quel que soit le milieu social. Le conflit, ça aussi, au-delà du fait de revendiquer quelque chose, un rôle intégrateur. On socialise, on se réunit autour d'un projet commun. Le conflit, est-ce que c'est un facteur de résistance ou au contraire un facteur de modernisation? Premièrement, le conflit, c'est un moteur de changement. Le premier à avoir analysé de façon très importante cette idée, c'est Karl Marx, puisque le conflit est à la base de sa théorie que nous avons déjà abordée dans le chapitre 6, dans l'analyse de la structure sociale. Pour le citer, il nous dit en 1848 dans le manifeste du Parti communiste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Il nous explique, souvenez-vous de sa théorie, je ne vais pas y revenir puisqu'on l'a déjà abordé, que le moteur du changement social, c'est la lutte des classes. La lutte des classes, on peut l'analyser comme un conflit, bien sûr, un conflit à grande échelle, opposant les deux classes, le prolétariat et la bourgeoisie. Cette lutte des classes doit déboucher sur la révolution prolétarienne et donc un changement radical de société. Ainsi, les conflits qui ont marqué l'histoire de la Révolution française, le mouvement des ouvriers, le mouvement des féministes, ou encore le mouvement des droits civiques aux États-Unis, ont tous débouché sur des changements sociaux de grande ampleur. C'est la progression des droits, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie, ou encore l'amélioration des conditions de travail. Ça peut être également la reconnaissance de nouvelles valeurs, comme dans le féminisme. Le conflit a donc des effets sociaux. Il transforme le groupe mobilisé en un collectif et développe le sentiment d'appartenance. Ainsi, des nouvelles valeurs progressivement peuvent s'installer dans les mentalités et faire évoluer la loi. C'est vrai par exemple pour la reconnaissance des droits LGBT, c'est vrai pour le féminisme, c'est vrai pour le mariage pour tous, etc. Tout exemple qu'on peut voir. Donc le conflit, c'est un moteur de changement dans l'histoire. Mais ça peut être également une forme de résistance au changement. Dans le monde du travail, on voit souvent des conflits qu'on l'on dit défensifs, dans l'idée de soit préserver des acquis, soit préserver des emplois ou des services publics ou une protection sociale. Plus largement, préserver un modèle de société. On peut voir là, par exemple, la manifestation contre les réformes des retraites l'année dernière et cette année, donc 2019 et 2020, où là, les manifestants refusaient l'application de la réforme de retraite à point et donc exigeaient le maintien du système de retraite actuel. Autre exemple plus proche de nous, à Florange, les manifestations contre la fermeture du site ArcelorMittal à partir de 2013, qui a quand même abouti à la fermeture du site, mais là encore, on est sur des conflits défensifs. Au-delà de la sphère du travail, les conflits peuvent aussi manifester une résistance au changement. Et là, on est sur l'idée de conflits conservateurs.
Cela peut être une lutte au nom de valeurs supérieures, par exemple le mariage pour tous, on en a déjà parlé. L'idée, c'est de garder la famille traditionnelle, un papa, une maman. Cela peut être également le mouvement des professeurs l'année dernière contre la réforme du bac. L'idée, c'était de maintenir le système actuel. Donc ces conflits sont plus individualistes. Il marque aussi des résistances qui sont propres à un lieu ou qui peuvent concerner de façon plus directe l'individu. Ce sont par exemple les mouvements que l'on dit NIMBY. NIMBY en anglais, ça donne Not in my backyard, c'est-à-dire pas dans ma cour en français. Il s'agit de mouvements de citoyens qui s'opposent à la construction d'infrastructures à proximité de leur domicile. L'exemple que l'on a déjà analysé, je vous ai mis là encore le lien sur votre fichier cours, c'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. De Notre-Dame-des-Landes, pardon. Les individus se sont opposants, hein, les opposants se sont constitués en ZAD, en zone à défendre, ont occupé le site pour refuser l'installation de cet aéroport. Proche de chez nous, nous avons également une ZAD à Bure. Bure, c'est le site d'enfouissement des déchets nucléaires où s'est constitué le même type d'opposition. Donc des ZAD, on refuse l'installation d'infrastructures. On veut bien l'infrastructure, mais on ne la veut pas dans sa cour, hein, c'est l'idée de NUMBY. Moi, je veux bien une infrastructure, je veux bien un aéroport, mais je voudrais qu'il se construise un peu plus loin et pas chez moi. Cette idée de changement du conflit, donc de conflit plus individualiste, va être marquée aussi par un autre phénomène qui est le phénomène de passagers clandestins. Alors, avant de redéfinir cette analyse de Manker-Olson, qui est un sociologue américain, nous allons revenir sur la définition d'action collective. L'action collective, c'est une action qui se situe au niveau d'une société, qui est une action commune aux membres d'un groupe et qui implique une volonté d'agir ensemble pour atteindre un objectif commun, le retrait d'une loi, ou au contraire son adoption, etc. Si l'on considère notre individu comme un homo economicus, on a déjà analysé ce terme, c'est-à-dire un individu rationnel qui va faire ses calculs en termes de coût-avantage, en clair, que me coûte l'action et quel intérêt je vais tirer à cette action, si on réfléchit bien, il est peu probable qu'une action collective puisse émerger, tout simplement parce qu'elle ce n'est pas dans l'intérêt des individus. Ils ont plutôt intérêt à se comporter comme des passagers clandestins. C'est-à-dire que l'action collective a un coût pour l'individu. Ça peut être par exemple des journées de salaire en moins s'il fait grève, ou ça peut être je me déplace sous la pluie pour manifester, ou ça peut être je vais consacrer mon après-midi à cette manifestation alors que j'ai peut-être d'autres choses à faire. Par contre, si l'action collective aboutit, eh bien que l'individu y ait participé ou pas, il aura les mêmes avantages. Donc si je raisonne en individu rationnel, j'ai bien intérêt à ce que l'action collective ait lieu, mais je n'ai pas intérêt à y participer. C'est dans cette idée de paradoxe d'Olson, c'est-à-dire j'ai intérêt, mais je n'y participe pas. C'est l'idée du passager clandestin qui profite par exemple d'un train, d'un bateau, etc., sans y participer. Alors, nous allons analyser maintenant les mutations que les conflits ont connues. Tout d'abord, une mutation importante dans l'évolution des conflits du travail. Depuis la fin du XIXe siècle, les conflits ont occupé une place centrale dans les conflits sociaux et les conflits du travail étaient finalement principalement les conflits les plus importants. Ainsi, la grève est devenue une expression majeure du conflit. La grève, on l'a définie comme une cessation collective et concertée du travail par le personnel d'une ou plusieurs entreprises pour des motifs d'ordre professionnel. C'est important, je ne peux pas faire grève s'il n'y a pas un appel à la grève lancé par un syndicat. Mais depuis les années 80, avec la crise du travail, la mondialisation, le libéralisme, les choses ont évolué. Tout d'abord, on constate qu'on a de moins en moins de conflits avec arrêt de travail.
si je regarde un petit peu mes graphiques que vous avez déjà travaillé, on se rend compte effectivement d'une diminution très importante de ces journées de ces journées non travaillées pour cause de grève. Je regarde un petit peu, effectivement, même s'il nous reste des pics. Par exemple, si vous regardez votre document 2010, ici, on a effectivement un pic, mais globalement, on est sur une réduction importante. Deuxième constatation, les motifs des conflits ont changé. Auparavant, ils étaient liés à une amélioration des conditions de travail, des salaires, etc. Aujourd'hui, ils sont liés à la défense de l'emploi ou à la défense du statut, par exemple, pour les fonctionnaires. Ils sont devenus, comme nous l'avons vu dans la première partie, des conflits défensifs. Troisième point important dans ces mutations, c'est que le syndicalisme qui était à la base justement de ces mouvements de grève, le syndicalisme ne fait plus recette. On aperçoit ici dans ce document que la France se situe vraiment dans le bas du classement dans les pays les moins syndicalisés, donc où le taux de syndicalisation est le plus bas il est inférieur à 8% aujourd'hui, alors qu'il était autour de 30% au lendemain de la guerre. Donc effectivement, on a une diminution très importante de ce taux de syndicalisation. Et c'est important puisque ce sont souvent les syndicats qui sont à l'origine des grèves. Donc cela peut expliquer aussi une chute du nombre de jours de grève par salarié. Un point important, c'est que alors que les conflits traditionnels, donc les conflits liés au monde du travail diminuaient, pardon, on a vu apparaître de nouveaux conflits, ce qu'on va appeler les nouveaux mouvements sociaux, NMS si vous préférez. Et ces nouveaux mouvements sociaux ne sont plus liés au monde du travail, mais sont liés aux valeurs que les sociétés défendent. Nous allons reprendre en cela pour illustrer ce phénomène, l'analyse d'Alain Touraine, qui est un sociologue français spécialiste des mouvements sociaux, et il nous explique qu'effectivement, l'émergence d'une société nouvelle, donc post-industrielle, a changé la nature des conflits. Les nouveaux conflits sociaux ne sont plus de nature économique comme auparavant dans les mouvements liés au monde du travail. Ce n'est plus demande d'augmentation de salaire ou d'amélioration des conditions de travail ou de réduction du temps de travail, mais ce sont des conflits de nature culturelle. La société industrielle, où le mouvement social principal était le mouvement ouvrier, a laissé la place à une société post-industrielle où les mouvements sociaux portent plutôt sur des valeurs et des valeurs qui sont des valeurs post-matérialistes. Nous allons le voir tout de suite. Ces mouvements donc se démarquent en 3 points. Premier point, ce sont des mouvements qui concernent de nouveaux acteurs. Les travailleurs ne sont plus les seuls à manifester leur mécontentement ou à manifester pour voir aboutir leurs revendications, mais on a toutes sortes de gens, des étudiants, des femmes, des écologistes, des gilets jaunes. Ils se réunissent sur la base d'un rejet commun d'une situation et espèrent par ces mouvements faire aboutir leur propre intérêt. On le voit ici avec la marche des femmes, par exemple, l'année dernière. Deuxième particularité de ces nouveaux mouvements sociaux, c'est que les valeurs sont nouvelles. Alors, ces valeurs peuvent porter sur l'intérêt collectif, euh, l'écologie, l'altermondialisation, etc., ou peuvent porter sur la défense des minorités, la minorité, je ne sais pas moi, LGBT, etc., ou encore sur la défense et l'amélioration des conditions, par exemple les gilets jaunes. Donc, en affirmant ces nouvelles valeurs, le groupe va chercher à se faire connaître et va chercher sa place dans la société. Troisième point important, c'est que les formes des nouveaux mouvements sociaux sont aussi innovantes. La grève traditionnelle a cédé la place à d'autres modes d'expression. Et si on regarde un petit peu, là par exemple, je vous ai mis aussi le lien sur votre fichier court, eh bien, on a des actions chocs pour
occuper l'espace public et intéresser les médias. Il faut effectivement mobiliser l'opinion publique. On parle de conscientisation, si vous voulez, et donc de cette façon, faire pression sur les hommes politiques pour que les lois soient adoptées ou pour que certaines lois, au contraire, soient retirées. De façon plus globale, ces nouveaux mouvements sociaux sont marqués par une structure qui est beaucoup plus souple. On l'a vu particulièrement avec les Gilets jaunes, peu d'hierarchie, des porte-paroles qui s'improvisent un petit peu, des délégués tournants, une démocratie directe et une prise de parole qui est relativement libre. Donc ces nouveaux mouvements sociaux se distinguent par leurs motifs, se distinguent par leurs valeurs et se distinguent aussi par leur forme. On est ici sur quelque chose d'assez nouveau. Alors ces conflits, ben justement, comment sont-ils régulés? Dans une situation traditionnelle, la, si vous voulez, la situation dans la société industrielle, avant l'apparition des nouveaux mouvements sociaux, on a une institutionnalisation des conflits qui va permettre effectivement une régulation assez rapide du conflit. Le mouvement social était souvent initié par les syndicats et donc, bah, progressivement, ces syndicats ont obtenu la possibilité de réguler les conflits. Le syndicat, on le définit comme une association dont le rôle est de défendre les intérêts professionnels, individuels ou collectifs des salariés, donc plus largement des individus. Les syndicats ont longtemps été perçus comme dangereux parce qu'ils étaient révolutionnaires. Donc toute la période industrielle, on va interdire les syndicats et c'est la loi Le Chapelier de 1791 qui va les interdire et qui va finalement, de cette façon-là, faire taire les mouvements des prolétaires, du prolétariat de l'époque. On en a déjà parlé un petit peu quand on a vu l'analyse de Karl Marx. On a effectivement ici cette loi Le Chapelier qui va interdire toute coalition. Il faut attendre 1884 pour que soit reconnu le droit syndical et que les syndicats puissent voir le jour et prendre la défense des salariés. Aujourd'hui, ils sont importants puisque même s'ils représentent moins de 8% des salariés, ils assurent la cogestion de la sécurité sociale, ils sont présents au Conseil des prud'hommes, ils sont présents lors de la négociation, des négociations collectives. Et donc, de cette façon-là, ils peuvent aussi intervenir dans la régulation des conflits. La régulation des conflits, on va définir cette idée comme la mise en place de règles et d'institutions capables de contrôler les manifestations et d'organiser la façon de les résoudre. Il s'agit donc d'institutionnalisation des conflits parce que les conflits, ici donc la grève, est encadrée par des règles strictes. Je ne peux pas faire grève comme je veux. Je dois déposer un préavis, je dois respecter la propriété privée, je dois respecter la liberté de travail pour les non-greffistes. Donc on a constitué autour de ce droit de grève tout un ensemble de normes, tout un ensemble de normes, un ensemble de lois, donc contenues dans le Code du travail, qui va aussi concerner la sortie du conflit, qui va aussi concerner la régulation de ces conflits. Par exemple, on désigne des représentants, les syndicats facilitent les négociations, etc. Donc pour ces raisons, les syndicats, même peu représentatifs, sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et on les nomme les partenaires sociaux. Donc les partenaires sociaux, sous ce terme-là, on désigne l'ensemble des syndicats d'employés et d'employeurs. Alors ça, c'était effectivement assez simple quand les conflits étaient gérés, organisés par les syndicats. Aujourd'hui, nous l'avons vu avec les nouveaux mouvements sociaux, ce n'est plus le cas et les conflits peuvent se réaliser en dehors des syndicats. On dit dans ces cas-là qu'ils partent de la base et en partant de la base, eh bien, on voit se créer des coordinations. Par exemple, ici, l'année dernière, la manifestation de personnel des urgences, c'était un ras-le-bol généralisé. Le personnel hospitalier
contestent les décisions publiques de réduction budgétaire et donc descendent dans la rue en dehors de tout syndicat, même si les syndicats peuvent parfois se joindre à eux, essayer de rattraper un petit peu ce mouvement. Souvent, eh bien, ils s'organisent en coordination. Une coordination, eh bien, c'est l'idée que les grévistes vont se débrouiller seuls, élire eux-mêmes leurs représentants en leur sein et se passer des syndicats. Et donc là, bien sûr, les coordinations défendent les intérêts de leur seule catégorie. Pour désigner ce phénomène qui est de plus en plus important, on parle de désinstitutionnalisation des conflits, c'est-à-dire que bien on échappe finalement à la logique syndicale et on fait grève de notre côté, la grève part de la base. De façon plus globale, ce phénomène hein, de se passer effectivement des institutions établies, eh bien, on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, ce phénomène gagne l'espace public au-delà du monde du travail. Et cela va permettre effectivement un rapport de force avec les pouvoirs publics. Certains peuvent s'exprimer dans la violence, mais globalement, le conflit permet d'intégrer des revendications et de faire évoluer la loi. On le voit ici par exemple avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis. On peut le voir aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, j'en ai parlé tout à l'heure. Le problème de ces mouvements spontanés qui partent de la base, c'est que le citoyen exprime sa colère et que la régulation est de plus en plus difficile. Souvenez-vous l'épisode des Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe, on voit effectivement que quand le conflit n'est pas structuré, organisé par des syndicats par exemple, ou au moins par des mouvements qui peuvent le contrôler, eh bien la situation devient explosive et surtout il est difficile de trouver des accords avec des individus et des mouvements qui n'ont pas de représentants, qui n'ont pas de porte-parole. Donc globalement, pour terminer, nous avons vu que les mouvements sociaux sont connu une évolution importante. Le 19e siècle a été marqué par la lutte des classes et des conflits qui se limitaient au monde du travail. Effectivement, durant toute cette période, ils ont été porteurs de changements. Ils sont à l'origine du droit du travail, de la législation sociale, de la protection sociale, et ont joué un rôle intégrateur, hein, puisque effectivement le mouvement ouvrier a connu euh, des heures de gloire. L'évolution récente de notre société a été marquée par une mutation des conflits. Les nouveaux mouvements sociaux sont apparus, ce qui nous a obligés à revoir le mode de régulation des conflits. Mais cette redéfinition est vraiment délicate. Nous l'avons vu avec les Gilets jaunes, la montée des inégalités a fait naître de nouvelles tensions et exige que l'on repense aussi notre idée de justice sociale. C'est ce que nous verrons dans le prochain. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et vous dis à bientôt.